Salut les amis, Bhaskar pour Epimachi. Aujourd'hui, vidéo de réponse aux questions d'un auditeur, d'un viewer, comme disent les jeunes, et qui me parle d'absurdité. Salut Bhaskar, je ne sais pas si tu en as parlé et j'aimerais que tu le fasses. Comment fais-tu pour supporter l'absurde? Je pense que tu es à la fois zen et impulsif dans le sens où tu sais exploser dans la situation qu'il exige, et je pense qu'on traverse depuis 2 ans beaucoup de situations qu'il impose. Comment fais-tu pour rester en France avec son haut niveau d'absurdité actuel, en étant loin des zones les plus fliquées? J'ai régulièrement des flips et des montées de rage à la lecture de toutes ces dépêches autour du et du genre. Toi qui es clairvoyant face à l'ingénierie sociale, j'en suis sûr, de l'abrutissement voulu et de la tentative de mise en place d'un néo-servage technocratique, comment fais-tu pour rester stoïque? Merci. Alors, John, que te dire, si ce n'est que, comme très souvent, la réponse est dans la question. La réponse est dans les postulats de la question. Je ne suis pas en France, je ne vis pas en France. En effet, considérer et dire que je vis en France, c'est déjà accréditer, donner du crédit à la narration France, ce qui n'est pas le cas. Voilà. La France, je ne la vois pas. Voilà, je regarde autour de moi, je ne vois pas la France. À force, on n'est plus chez nous. Nardine-moi. Non, je vois peut-être des gens, je vois peut-être un certain nombre de choses, mais pas la France. La France, c'est une idée, la France, c'est un concept, et c'est un concept qui rentre dans les cerveaux par voie hypnotique. Soyez libres, fiers, obstinés, soyez dignes de vos ancêtres. En un mot, soyez totalement, magnifiquement, définitivement français. Et donc, je n'ai pas, moi, le sentiment de vivre en France. Alors évidemment, cette phrase pourrait être sortie de son contexte par différents idéologues pour dire que, ça y est, Bhaskar est d'extrême droite. Bah non, il n'est pas de droite. Si, tu crois? Ah non, c'est pas du tout ça que je veux dire, évidemment. Mais justement, je ne suis pas nationaliste pour dessous. Alors ça ne m'empêche pas, évidemment, de comprendre, d'entendre et de respecter lorsque des gens autour de moi utilisent cette vision du monde. Quand le douanier, justement, me dit « Bonjour monsieur, votre passeport, vous êtes français ?» Je dis « Oui, bien sûr monsieur ». Mais je n'y crois pas au premier degré. Ça, c'est un premier point. Donc déjà, ça déconstruit une partie de ta problématique, ou au contraire, ça l'épaissit, selon comment tu veux le voir. Parce que tu pourrais dire « Mais justement, c'est encore pire. Quelque part, tu es entouré de gens qui sont complètement tarés. Et toi, tu fais semblant de rentrer un petit peu dans ce délire. » Oui, tout à fait. Donc déjà, il me semble important de ne pas croire au premier degré à la fiction France, hein, comme dirait Lacan. Nommer, c'est déjà définir la fonction paternelle. Voilà, Dieu le Père est avec nous. Nommer, c'est déjà définir la fonction paternelle, et donc reconnaître... Attendez, je vais attendre un peu. Et donc, quelque part, reconnaître dans son cœur une fiction comme la France, c'est déjà se soumettre à un papa, au papa de l'État, au papa-État, à la fonction paternelle symbolique comme ça. Et c'est très important que ce soit fait en conscience. C'est un faux dieu, c'est un veau d'or, hein, quelque part. Et d'ailleurs, on a bien vu pendant le dernier confinement à quel point, justement, l'État, en interdisant par exemple la célébration de la messe, pouvait se placer parfois en concurrence avec l'Église. C'est ce qu'on peut dire aujourd'hui, il s'agit d'un sacrifice. Après, dans mon propos, il y a une confusion entre l'Église et Dieu. Donc je ne vais pas rentrer à ce niveau-là de détail et d'analyse, puisqu'en effet, on peut être un avec le divin sans aller à l'église, mais ça, c'est une autre histoire. Dans l'islam, vous avez ça aussi, justement, de ne pas se prosterner devant autre chose qu'Allah. C'est une invitation à faire attention au veau d'or, à toutes ces choses-là. Je trouve ça d'autant plus ironique de dire ça devant Saint-Nicolas du Chardonnay. Voilà. Si je finis avec mes références plus ou moins bibliques, etc., vous avez ça dans Colossiens. Il n'y a que le Christ qui est tout et est en tout. Alors, c'est paradoxal, parce qu'à un moment donné, la chrétienté disait explicitement de se soumettre à l'État, comme ils le disent dans le bouddhisme, hein, d'être une rose parmi les roses, une épine parmi les épines, en gros de s'adapter à l'environnement. Oui, c'est logique, il y a là-dedans une forme de logique. C'est d'autant plus intéressant qu'il y avait souvent dans la chrétienté une espèce d'incitation comme ça à reconnaître le pouvoir en place et à ne pas s'y opposer. Alors évidemment, il y a là-dedans des notions, des justifications historiques, si vous voulez, à ça. Évidemment, un culte qui rentrerait directement en conflit avec le pouvoir en place, a priori se ferait probablement lapider, décapiter et exterminés. C'est pas comme si c'était la norme dans l'histoire de l'humanité. Donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant. Même à un niveau plus profond, il y a une raison à cela, qui est d'utiliser la contrainte, et ici en l'occurrence l'absurdité que tu mentionnes, John. Tu m'étonnes, John.
comme une source pour une forme de travail sur soi, d'auto-observation, d'apprendre à aimer quelque part l'autre même lorsqu'il est absurde. L'absurdité, c'est l'intelligence lucide qui constate ses limites. Eh bien, ça tombe bien, puisque c'est exactement à cet endroit précis que le cœur commence à s'ouvrir. Comme le disait Jean Guiton, c'est l'absurdité de l'absurdité qui force à accepter le mystère. À ce sujet, j'apprécie énormément l'approche transrationnelle de Jean Guiton dans sa vision de l'absurde et de comment il articule justement les mystères, la foi, le mysticisme, tout ce qui relève de la croyance avec un C majuscule, pas au sens péjoratif, notamment dans un de ses ouvrages qui s'intitule, si je ne dis pas de bêtises, L'absurde et le mystère, ou Le mystère et l'absurde, mais je crois que c'est l'absurde et le mystère. C'est un livre que je vous conseille d'offrir à vos amis rationalistes, intégristes, zététiciens et autres personnes bloqué en rationnel plafonné. Évidemment, il faut qu'il y ait un minimum d'ouverture pour s'intéresser à ce genre de sujet, mais c'est vraiment un très très bon bouquin à conseiller sur la transition rationnelle, transrationnelle. Alors, j'ai peut-être parlé un petit peu beaucoup du doigt, on va peut-être revenir un peu sur la Lune. Je peux tout à fait entendre et comprendre que ce soit difficile pour beaucoup de personnes, après le confinement, de s'être pris littéralement dans la tronche le niveau d'absurdité ambiante auquel était prêt à se soumettre un certain nombre de personnes. Il faut bien savoir que si je reprends la fameuse expérience des rats de laborie, si vous ne connaissez pas les rats de laborie, vous allez le voir tout de suite dans les vidéos qui parlent de la démocratie, les 2 vidéos qui parlent de la démocratie qui ont été faites tout au début de la chaîne où j'explique en détail l'expérience des rats de laborie. Et vous avez une variation de l'expérience des rats de laborie qui consiste à montrer que après 7 jours d'électrocution, un rat prostré, donc quand on met le rat dans la cage et qu'on l'électrocute, le rat il rentre en inhibition de l'action. Après 7 jours de ce traitement, lorsqu'on le met dans la cage dans laquelle il y a un petit tunnel, il n'essaye même pas de s'enfuir. Voilà, il est rentré en état d'impuissance acquise. Blénac. Monsieur le Président. Vous trouvez ça drôle, vous, cet étalage de viande? Le naturisme est de plus en plus à la mode, Monsieur le Président. C'est un club assez original. Meublé en knoll, une clientèle très sélecte, des cadres supérieurs, des... Déshabillez-vous. Pardon? Déshabillez-vous. Vous allez faire le tour de la salle de rédaction tout nu. Nous allons pouvoir juger de l'effet comique. Monsieur le Président, Je vous dis de vous déshabiller. Mais qu'est-ce que vous faites, Blénac? Je me déshabille, Monsieur le Président. Si je ne vous avais pas arrêté, vous vous mettiez tout nu. Et vous faisiez le tour de la salle de rédaction. C'est vous qui me l'avez demandé, Monsieur le Président. J'ai une question importante à vous poser, Blénac. Qui de nous deux est le monstre? Moi qui vous demande d'ôter votre pantalon ou vous qui acceptez de montrer votre derrière? Il est rentré en état d'impuissance acquise. C'est exactement évidemment ce qui se passe avec les Français, enfin pas qu'avec les Français d'ailleurs, avec la plupart des individus dans les sociétés civilisées, puisque c'est une des vertus, si j'ose dire, de l'éducation, de l'embrigadement précoce des enfants, qui est de placer la plupart des individus en état d'inhibition de l'action, de leur faire introjecter les figures de pouvoir et de faire en sorte que lorsqu'on viole les droits, eh bien ils ne bronchent même plus. C'est ni plus ni moins ce que nous avons vu là durant les derniers événements récents. Voilà, je ne dis pas certains mots-clés pour ne pas que l'algorithme YouTube me censure. C'est pas pain de mie ? En outre, certaines personnes peuvent avoir tendance à idéaliser les comportements agressifs. Il faut bien savoir que l'agressivité, ça n'est pas dans notre nature profonde, même si évidemment il y a des individus plus agressifs que d'autres, mais je parle à l'échelle de l'espèce. L'agressivité n'est pas pour l'homme une stratégie qui est pérenne à long terme. En général, à court terme, l'agressivité peut payer, mais dès que les individus restent longtemps dans un environnement agressif, ils s'épuisent, ils finissent avec les surrénales complètement à plat, et très très vite, l'inhibition de l'action fait son grand retour. C'est
pas pour rien qu'Henri Laborie, justement, avait intitulé son livre « L'éloge de la fuite ». C'est que la fuite constitue une extraordinaire alternative à l'inhibition de l'action, l'agressivité ne pouvant pas être considérée comme une stratégie viable à long terme, à moins que vous ayez des prédispositions génétiques hors normes. Et alors, John, tu me demandes comment est-ce que tu fais, Bhaskar, pour rester stoïque dans un tel environnement? Eh bien, la réponse est simple. Là encore, la réponse est dans la question. Tu présupposes que je suis stoïque. Ça n'est pas du tout le cas. Voilà. Je me balade entre une forme de stoïcisme et d'autres états émotionnels, dans ce qu'Aristote appelle une espèce de métaxus. Je sais que j'aime bien vous mettre des petits mots comme ça que la plupart des gens ne connaissent pas. Je sais que vous aimez ça dans les vidéos. Moi, dans la vie, j'avais 2 ennemis. Le vocabulaire et les épinards. Un métaxus, c'est une espèce de juste milieu entre 2 pôles dans une dichotomie où chacun des 2 extrêmes constitue un vice. C'est une version, si vous voulez, ancienne de la notion de juste milieu taoïste, si vous préférez. Je suppose en outre que tu emploies la notion de stoïcisme dans une acception relativement moderne. Je vais donc me concentrer sur ce que tu voulais dire, je pense, et ne pas partir dans un cours de philosophie grecque qui nous amènerait extrêmement loin du sujet. Vous avez Widner, je ne sais pas comment ça se prononce, et Smith, dans un article du Journal of Psychology de 1996, qui nous apprennent que le sentiment de connaître est corrélé au mieux, donc fourchette archi-optimiste, à 0,26 avec la connaissance réelle, entre guillemets. Autrement dit, quand on se dit « si, je suis en France », en fait, vous avez... Bien évidemment, c'est une approche extrêmement rationnelle, plafonnée, quasiment statistique, mais en gros, vous avez 0,26% de chance que votre connaissance s'avère exacte. Oui, je sais bien, d'un point de vue transrationnel, c'est complètement du bullshit, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on cite comme ça une étude avec un chiffre, ça donne tout de suite une espèce de cachet un petit peu sérieux. Alors je vois pas pourquoi est-ce que je ne me l'autoriserais pas aussi. Mais en tout cas, voilà, l'intéressant dans cette étude, dans ce travail, dans ce papier, c'est d'avoir une espèce de recul sur tout ce que nous pensons aller de soi, notamment l'idée que nous vivons en France. Non, on ne vit pas en France, on vit dans un asile à ciel ouvert dans lequel énormément de gens appellent cela France. Eh bien, je vous invite simplement à respecter leur délire, voilà, à ne pas déranger, à ne pas réveiller ceux qui dorment, comme on dit, et à simplement dire oui, je suis français quand on vous pose la question. C'était d'ailleurs un point que j'aurais aimé aborder avec Bilal dans la discussion sur l'intelligence artificielle. C'est dommage, mais je vous la partage ici. C'est là que ça devient intéressant. Vous avez Nguyen, Yosinki et Clune dans un article en 2015 qui nous explique qu'on peut ainsi leurrer un réseau de neurones en envoyant des éléments saillants et caractéristiques qui puissent participer à l'induction formelle réalisée par l'apprentissage profond et à faire correspondre une interprétation ne correspondant pas à la réalité. En gros et en clair, on peut hypnotiser une intelligence artificielle. Donc vous avez l'intelligence artificielle, il va y avoir l'arrivée en même temps qu'il y a le développement de l'intelligence artificielle d'une forme d'hypnose artificielle, de comment est-ce qu'on leurre les intelligences artificielles. Et donc, a fortiori, il est extrêmement facile de leurrer un être humain. C'est pour ça que tant de gens se sont fait littéralement avoir pendant leur enfance, pendant leur cours d'éducation civique, à croire au premier degré que nous vivons en France. Ça n'est pas le cas. Je sais que je me répète, mais désolé, mais c'est quelque chose qui parfois est très très dur à entendre pour énormément de gens. Ça n'est pas le cas. Le propos de notre éducation a été littéralement de nous mettre à genoux, de nous mettre à 4 pattes par des mécanismes de soumission, de récompense, de carottes, de bâtons, ce qu'on appelle les notes et la reconnaissance de la maîtresse sur des cerveaux comme ça qui sont vulnérables. C'est littéralement dégueulasse. C'est littéralement du mauvais traitement à grande échelle. D'ailleurs, pour la petite anecdote, lorsque l'on est à 4 pattes, là je l'employais au sens figuré, mais lorsqu'on est à 4 pattes au sens propre, cela a tendance à inhiber le néocortex. Ce qui explique d'ailleurs dans certaines religions pourquoi est-ce qu'on faisait les prières comme ça, à genoux ou à 4 pattes. Ça explique aussi d'autres choses dans le BDSM, mais bon, c'est pas la question. Donc, comment survivre dans l'absurdité? Il y a des gens qui adoptent un point de vue donc profondément cynique, pour revenir aux philosophes grecs anciens, qui assument, comme ils disaient autrefois, intra faes urinam nascimur, nous sommes nés entre la merde et la pisse, ce qui est une métaphore pour nous rappeler d'où nous venons tous, en gros entre la vessie et l'urètre. D'autres personnes, simplement, et notamment c'est le point de vue traditionnel, invitent à échapper à cette forme de cynisme et à simplement constater qu'il n'y a pas d'absurdité.
Il n'y a pas d'absurdité. Quand tu parles d'absurdité, tu es simplement en train de dire que tu n'arrives pas à comprendre, à te mettre dans les bottes de tous ces gens-là qui ont joué le jeu pendant les dernières années, là, les directives gouvernementales, et que tu n'arrives pas à te relier. Donc ça c'est une invitation à aller dialoguer, à aller écouter davantage, à aller mieux comprendre comment fonctionne le cerveau humain. À partir du moment où tu comprends comment fonctionne le cerveau humain, comment fonctionne la psychologie humaine, il n'y a pas là-dedans d'absurdité. Il y a simplement peut-être, de ta part, c'est une hypothèse que je te soumets, peut-être une espèce d'idéalisation de l'autre. Et je crois même entendre, mais alors là c'est bon, là encore, hein, je parle sous ton contrôle, je crois même entendre quelque chose qui dit il faut que j'idéalise l'autre, parce que si je n'idéalise pas l'autre, alors je vais me rendre compte que tout ce qu'il y a autour ne tient pas debout, et je vais m'effondrer, et là ça va être très difficile de me lever le matin. Moi ce que je t'invite à faire, c'est à vivre cet effondrement. À partir du moment où tu as vécu cet effondrement intérieur, où tu as vécu l'absurdité de toute chose, là vous voyez je vous fais des vidéos YouTube, mais je veux dire à un endroit ça n'a aucun sens, puisque l'essentiel de ce que j'ai à transmettre ne peut pas être transmis par le format vidéo. De toute façon, même si vous venez me voir en direct, tout ce que j'ai à vous transmettre ne peut pas non plus être transmis, puisque c'est une redécouverte intérieure. Donc en fait, dans l'absolu, personne n'a besoin de personne. Bon, voilà, je m'agite. Bon, moi, ça m'amuse. Il y en a, ils font des crêpes, d'autres, ils font des jeux vidéo, d'autres, ils vont essayer de gagner de l'argent. Voilà, pourquoi pas. Mais si vous prenez les choses trop au sérieux, alors là, on se met à avoir peur de l'absurdité. En fait, la peur de l'absurdité, l'inconfort face à l'absurdité, ça en dit long sur le fait que, peut-être, tu prends les choses un peu au sérieux. Voilà, c'était donc une vidéo, une petite causerie dans les rues de Paris, en réponse à ce commentaire de John autour de l'absurdité. Peut-être que je referai d'autres vidéos comme ça, en mode question des auditeurs, question des viewers, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et puis si ça m'inspire un petit peu et que j'ai deux, trois bêtises à vous dire, je vous répondrai avec plaisir. Merci à chacun d'entre vous d'être là, évidemment. Si jamais vous connaissez des gens qui sont traumatisés par l'absurdité du monde, n'hésitez pas à leur transmettre cette vidéo. Merci aux tipeurs d'être encore et toujours là. Et puis moi je te dis à la prochaine. Salut Internet. Bon. Si j'ai fait venir toutes ces personnalités, qui nous ont d'ailleurs coûté très cher, hein, je préfère vous prévenir, eh bien c'est pour que vous vous rendiez compte des contradictions qu'il y a entre les idées, les systèmes, les théories, les pays, les drapeaux. Enfin, j'espère que vous n'avez rien compris. Ah, tu veux dire que tu espères que nous avons bien compris? Parfait, il n'a rien compris. Mais c'est parce que vous avez compris que vous n'avez rien compris, que vous allez rester au-dessus de cette confusion et gagner beaucoup de fric. Notre nouveau champ d'action, d'après moi, c'est d'utiliser les contradictions de tous ces gens qui disent « aimez-vous les uns les autres » et qui tuent les autres. Alors, notre spécialité, toujours d'après moi, serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion. Vous me suivez ?